ça y est, il y a le chauffage là. Ah, ça y est. Je vais à droite, à gauche, je monte. Non, tu montes les premières marches. Attention là. Je pense que tout est absolument vertical, horizontal. C'est incroyable, c'est magnifique. Ouais, c'est le travail. Alors on est quand même à 65 mètres d'altitude. Ouais. Au-dessus du niveau de la base. Voilà, c'est ça. Alors, on a 5 assises, sauf ici où cette pierre en constitue 2 à elle seule et 9 linteaux. Elle est constituée d'un parallélépipède, c'est-à-dire d'un volume parallèle 2 faces par 2 faces. Et le caractère remarquable, c'est qu'elle n'est pas en calcaire comme le reste de la grande pyramide, c'est du granit. C'est une pierre très dure à travailler. Et on imagine que les linteaux, il y en a 9 qui font le toit, pèsent environ 40 tonnes et voire plus chacun. Ils sont assemblés à quelques millimètres près, aussi bien dans l'orientation nord-sud, est-ouest, etc. Et le reste, pour la construction verticale, il y a 5 assises, sauf ici où cette pierre considérable constitue à elle seule deux assises. Donc on voit ces assises, elles sont ici. La première, celle du haut. La seconde, qui est là. La troisième, la quatrième et la cinquième.
cette première assise, entre le plafond ici, une assise, une deuxième assise, une troisième assise, cette pierre en comptant pour deux. C'est la seule pierre. Exactement. Quatrième et cinquième. On a un plafond qui fait à peu près 350 à 400 tonnes total. Oui, mais comme il y a une superstructure considérable au-dessus de 12 mètres, plus de 12 mètres, qui constituée de 5 chambres superposées avec des dalles de même espèce, l'ensemble dépasse les 2500 tonnes de granit à environ 60 mètres d'altitude. Le caractère remarquable, c'est que c'est une chambre parfaitement géométrisée. On a là un double carré, c'est-à-dire que la longueur est le double de la largeur. La hauteur est la diagonale, là, cette diagonale-là, divisée par deux et remontée, la diagonale qui va de ce point-là à l'autre, l'angle opposé. Divisée par deux et remontée pour faire la hauteur. Plus de 5,84 mètres. La particularité, c'est que le sol de cette chambre est à un endroit qui sépare la pyramide d'une manière géométrique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là par hasard. Les autres caractéristiques, c'est que ce coffre, et non pas un sarcophage, c'est un coffre. Par exemple, les Grecs appellent ça sarcophage, mangeur de chair, alors que les Égyptiens l'appellent nebhank, c'est-à-dire le réceptacle de vie. On imagine que ces dimensions intérieures ne sont pas susceptibles de recevoir un monarque. D'autre part, pour ceux qui connaissent la chambre de Toutankhamon, le volume de la chambre n'aurait pas accueilli les trésors que l'on met au compte des grands rois. Donc ce coffre pose des problèmes de même espèce que la chambre elle-même, c'est-à-dire des problèmes d'abord d'espèce géométrique. Il faut nuancer entre les difficultés de construction, c'est-à-dire comment on fait ça et pourquoi on le fait. Il semble que la géométrie prédomine dans ce choix-là. Donc l'étude géométrique, déjà sous-entendue par Hérodote, le premier des Grecs à parler de cet édifice, à cette époque, à l'époque d'Hérodote, il y avait 12 auteurs pour en parler, et seul son texte est passé dans l'histoire. Alors cette chambre, elle est précédée de ce qu'on appelle la chambre des herses, ou antichambre, qui est remarquable par sa construction, que l'on va voir. C'est un ensemble de pièges qui sont suffisamment mal faits, probablement volontairement, pour donner envie d'aller voir au-delà. Et je pense que c'est ça l'intérêt de la chambre. Alors ici, c'est ce qu'on appelle improprement un couloir d'aération. Parce qu'en effet, si ce trou-là mène jusqu'à la sortie de la pyramide, c'est-à-dire sur le flanc, eh bien, il commence environ sur 2 mètres de manière horizontale et ensuite, il prend un angle de départ. Mais avant cela, il a dû contourner le massif de la galerie et de la chambre des herses. Par conséquent, ça ne peut pas être un couloir de visée. Sinon, ça ne peut être qu'une visée analogique. Alors les dimensions sont minuscules, hein, ça fait 20 cm sur 22 cm à peu près, et c'est parfaitement travaillé. À l'intérieur, tout est aussi... Alors on constate qu'au fond, c'est l'irrespect complet, puisqu'on trouve des bouteilles de plastique, des détritus, des ordures, ce qui est très dommage. On a la même chose à la Tour Eiffel. Voilà, c'est ça, tout le monde ayant ambition. On est content que ce soit du granit et qui empêche tout le monde de graver Jeannette aime Hector. Voilà, et on s'aperçoit que les difficultés, là, n'effraient personne, puisque la découpe se fait, hop là, d'une pierre à l'autre. Ensuite, hop là, on passe ici. Donc ces particularités géométriques sont maîtrisées. Et en réalité, on ne sait pas exactement à quoi pouvait servir cet orifice, dont le semblable existe de l'autre côté. Et en dessous, dans la chambre médiane, dite chambre des reines. Alors on peut remarquer que c'est mon travail Oui. Je ne sais pas si vous l'avez filmé. Oui. Non, j'aimerais bien. Alors, voilà. Bon. Pour ma part, ce que l'on voit ici, qui est souvent interprété comme une faiblesse dans la conception et la réalisation, j'attribue ces casses qui sont toutes du même côté
à un séisme dont la force s'exerçait de manière transversale, ce qui me semble que ce mur est en moins bon état que l'autre, celui qui lui fait face. Ici, toutes ces cassures sont dues à l'adaptation par une équipe française d'un système destiné à aérer la chambre haute qui reçoit 200 personnes par jour avec la chaleur que l'on connaît. Là, on peut s'apercevoir, si on s'approche, que la taille de la pierre est quand même assez poussée. Le travail, voilà. Et là, ce que l'on aperçoit, c'est la partie centrale de ce qu'on a aperçu de l'autre côté, à savoir du couloir dit d'aération. C'est-à-dire, c'est un travail de ponçage. Ici, on a une face qui est parfaitement plane. Alors la cuve est entièrement monolithe, c'est-à-dire donc elle est taillée dans un seul morceau de pierre. L'intégralité de la cuve et du sarcophage. Et c'est un granit rouge d'Assouan avec légèrement porphyrique et qui est d'une toute beauté. Il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de fêlure, il n'y a pas de veine de mica noir. Il est complètement homogène. C'est un bloc de granit absolument magnifique. C'est un bloc, ce sont des morceaux qui ont été assemblés. Alors, ce ne sont pas des blocs. Ce qu'on peut bien remarquer, quand on dit monolithe, c'est que ce ne sont pas des blocs assemblés. C'est-à-dire que la cuve a été sculptée dans un seul bloc. Ça, il faut bien insister là-dessus. C'est-à-dire qu'on a travaillé par négation, par enlèvement de matière, de manière à obtenir des formes extrêmement simples, entre autres donc un parallélépipède évidé. Alors là, la forme peut paraître extrêmement simple, mais à la réalisation, c'est extrêmement complexe, parce qu'en général, plus les formes sont simples, plus elles sont difficiles à mettre en œuvre. Quel moyen vous pouvez utiliser pour vérifier que les faces sont parallèles les unes aux autres, et si elles sont parallèles ou si elles ne sont pas? Alors, est-ce que ce décalage d'angle parallèle est constant en fait? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est un léger trapèze? Pas trapèze, mais... Alors, si je prends, pour savoir si les deux bords sont parallèles, je peux toujours mesurer les largeurs de la cuve. Ça, c'est pas très difficile. Voilà. Donc, on va dire que la cuve fait 67 cm. Si je la reporte par ici, j'ai 67 cm. Je la reporte ici, j'ai toujours 67 cm. Donc on a une précision. Voilà. Et puis ensuite, pour savoir si tout est d'équerre, il suffit de vérifier l'équerrage. Voilà, là je suis d'équerre et je suis d'équerre ici, à plus ou moins 1 ou 2 mm. C'est que vous êtes en angle droit, à part cette partie-là qui est à chaque fois au bord de... Voilà, c'est-à-dire que cette partie-là, à l'œil, tout paraît absolument plan, mais en réalité, je suis dans une forme qui est un petit peu comme ceci. Tout ça, c'était pour peaufiner, polir jusqu'au moindre recoin de l'angle et avoir quelque chose qui soit parfait à l'œil. Mais c'est un travail fait à la main, donc on ne va pas travailler au micron près. Là, on est au millimètre près, mais néanmoins, on a une cuve qui est parfaite d'un point de vue artisanal, c'est parfait. Reste que le transport d'un tel objet nécessite aussi beaucoup de manutention. Ça ne passe pas la porte. Et ça ne passe pas la porte. Alors, ça a été mis avant. Alors, dans la construction des pyramides, à mon sens, moi j'imagine qu'un certain nombre d'objets ont suivi la progression de la construction de la pyramide. C'est-à-dire que si un objet ne rentre pas par la porte, c'est que de deux choses l'une. Soit il a été déposé avant que l'on construise la salle, soit il a été posé sur les plateformes successives qui permettaient de construire la pyramide et on le portait en élévation en même temps que la pyramide. Jusqu'au jour où on a estimé qu'on était à la bonne altitude et au bon endroit et à ce moment-là, on a redéposé tous les éléments architecturaux et le mobilier et ensuite on a continué à construire la pyramide autour de ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à lui faire grimper les parois ou la faire remonter dans les couloirs.
elle a simplement pris l'ascenseur naturel de la construction de la pyramide. J'aimerais qu'on aille voir ensemble. Si vous avez terminé avec le coffre, j'aimerais qu'on aille voir ensemble. Ouais. Bon, alors d'après le calcul, avec une densité d'environ 2,30, On essaye d'estimer un peu le poids du donc ce bloc-là fait une profondeur donc, de 2,41 m sur 3,12 m et 1,36 m. Là, je confirme 1,36 m. Donc, il est d'un poids d'environ 10 tonnes 226,112. C'est une estimation un petit peu à la louche, mais peu ou prou, on y est. Quoi. 10 tonnes. Plus de 10 tonnes. Ici, la jointure de ce bloc-là est encore plus fine. On a moins d'1 millimètre. C'est incroyable. On constate que là, cette fois, c'est des angles droits, ce sont des angles droits et des blocs qui ont l'air d'être beaucoup plus conventionnels que d'habitude. Oui, là on est sur... on a quand même des blocs qui sont un petit peu différents les uns des autres, mais ça c'est lié en fait à la texture de la roche. Et ce qu'on a recherché, visiblement, c'est d'avoir un granit qui soit parfaitement homogène. C'est-à-dire que, où que l'on aille, il n'y a pas de vénure noire qui abîmerait l'esthétique. On a ce minéral rose que l'on voit qui est du feldspath est là en très très grande majorité. C'est ce qui donne cette couleur rouge. Et comme dans le bois, on va dire, on n'a pas de défaut. Tout est parfaitement homogène. Voilà, là il y a peut-être une petite surabondance ici de mica. C'est là peut-être le seul défaut. Tout le reste est absolument homogène. C'est-à-dire qu'on a un choix de pierre qui est absolument optimisé. Là, la volonté, c'était d'obtenir une perfection et dans le choix de la matière première, ensuite dans la fabrication et ensuite dans l'appareillage. Incroyable. Donc, oui, on a Eric. Oui. On a en fait, ce que je voudrais qu'on remarque, on a un appareillage des pierres qui, lui, cette fois, est fait sur des angles droits et des plans, mais qui n'est pas un appareillage normalisé. Non. Ça a été adapté. Ce qui est normalisé, on va dire, c'est la hauteur. Cette hauteur-là, sur un certain nombre de pierres. Par contre, sur d'autres, comme celle que l'on a mesurée au départ, qui est juste située sur la sortie, la pierre est beaucoup plus haute. La raison est, je ne sais pas laquelle, mais voilà. Ce qui est intéressant de voir ici, par exemple, c'est que l'on voit dans cet angle-là, il y a eu un éclat qui est d'origine, apparemment. Mais l'intérêt, c'est qu'on voit que la pierre qui est ici est glissée derrière cette première pierre. Donc, ça voudrait dire sans doute que cette pierre-là est venue se plaquer contre celle-ci. Puis, pour les pierres qui viennent au-dessus, celle-ci a d'abord été placée en premier, puisqu'on la voit qui s'enfonce là dans le fond, et celle-ci ensuite a été glissée pour venir se fixer contre. À vos pieds? Alors, à mes pieds, bien, visiblement, on a ici un trou qui a été... Donc on voit qu'il y a eu une fouille, c'est du béton. Ça, c'est une plaque de béton. Et visiblement, il y a un trou. C'est du béton? Non, c'est du granit. C'est du granit, c'est pas du béton. Mais ça a été refait, ça. Et ça a été... Oui, ça a été refait. Là, je vois que ça descend à peu près à 60 cm. Grâce au laser, je vois ce qui se passe. Voilà. Et donc là, je ne sais pas exactement ce qui se passe là-dessous. Tu voulais remontrer au laser? Je vais essayer de... Tu l'as là, non? Et là, non? D'accord. Alors, je voudrais qu'on regarde globalement le jointement un peu partout des blocs. Et ensuite, on va passer au plat. Ouais.
Là, tout ça, je peux rien voir. Parce que là, il y a une culotte. Là, il y a un chewing-gum, mais je pense pas que ce soit à l'époque. Et là, on voit vraiment, on est au millimètre. Le laser a même du mal à pénétrer dans la jointure. Ça signifie quoi en termes Et ça veut dire que, d'espace en termes d'espace, le peu qui est ici correspond en fait, là, le petit trou correspond à quelques poussières, quelques morceaux ou quelques défauts dans le polissage. Mais c'est ramené, il faut savoir que comme c'est fait à la main et il n'y a pas de scie diamantée, on n'a pas le matériel dont on dispose aujourd'hui, et le laser en particulier pour essayer de rectifier au millimètre ou voire au micron près. Donc ça c'est entièrement fait à la main et les quelques petits défauts sont à l'origine en fait au moment du plaquage des deux pierres entre elles du petit écart qui est ici. Mais compte tenu du travail manuel, cette jointure ultra fine, à la limite n'a même pas, on ne doit même pas la considérer. C'est un pur chef-d'œuvre de travail lapidaire. On pourrait peut-être imaginer que ça a été gratté après. Elles ne sont pas toutes comme ça. Et si, elles sont toutes comme ça. Ouais. Si. Alors là, il y a eu des enduits. Hein, je ne sais pas à quelle période ils remontent. Là, c'était déjà. Comment sont les pierres justement qu'on sent avec un mortier? Non, c'est ce qu'on appelle des pierres sèches. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de les ramener les unes contre les autres, de les poser les unes sur les autres. C'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Les joints qui sont là, sont peut-être juste histoire d'essayer d'éviter d'avoir des petits trous et c'est des petits raccords qui peut-être a été peint, j'en sais rien, enfin peu importe, mais à la limite ça n'a aucune valeur, ça ne change rien à l'appareillage. Alors par contre là on voit, il y a quand même des phénomènes de pression très forts parce qu'on a des fissures verticales. Donc dans le maniement des blocs, il y a deux possibilités. Soit dans le maniement du bloc, le bloc a été malmené parce que la matière était un petit peu fragilisée, ou bien la pression du mur a finalement fait se casser ce bloc-là. Enfin, je penche plutôt ici pour un petit défaut dans la roche. Le tremblement de terre, un des tremblements de terre peut-être. Peut-être, oui, si c'était un tremblement de terre, la fissure se serait allongée sur d'autres blocs. Là, il n'y en a qu'un qui a été touché. Donc, alors, est-ce que ce sont des fissures? Ici, là. Alors j'aimerais qu'on parle du plafond qui est là. Oui. On a toutes ces pierres au plafond. On remarque une petite bande ici. Qui sont symétriques. 7 et 7 morceaux, 7 gros linteaux. Ouais. 7 et probablement même avec les deux autres qui doivent être identiques puisqu'ils couvrent les murs, hein, donc ils viennent s'appuyer dessus. Ça ferait 9 linteaux. 9 linteaux, ça vaudrait le coup de donner une mesure de la longueur des linteaux parce que c'est assez incroyable. Alors, ici, 5 mètres 23. La largeur, je ne sais pas, ils ont été estimés, tout cela, autour de 40 tonnes chaque. Ouais. Quasiment tout le monde est d'accord, tous ceux qui ont vérifié. Alors pour grimper, moi je reste sur l'idée de la cuve de tout à l'heure. Ça n'engage que moi là, à ce niveau-là, mais je pense que tous ces blocs-là sont montés en même temps que la pyramide. Parce que je ne vois pas décemment comment aller des blocs aussi lourds sur une pente aussi raide ou en passant par des couloirs qui sont trop étroits. Alors, permettez-moi de vous interrompre. Si les blocs sont montés en même temps que la pyramide, ça veut dire qu'au moment où on commence le chantier, on sait déjà qu'on va utiliser ça ici. Voilà, donc il y a déjà une forme qui est prédéterminée et un engagement des travaux qui a prévu un certain nombre de cahiers des charges. Et là, les charges sont très lourdes. Et donc, ils ont dû prévoir, parce que ce sont des appareillages extrêmement simples, simples dans leur réalisation finale, et
quand on sait la dureté, le poids du granit et surtout le travail qu'il a fallu réaliser pour obtenir le poli qui est ici, à mon avis, ils ont dû pas perdre du temps, mais au fur et à mesure de la construction donc, de la pyramide, les blocs sont montés sur d'autres blocs et ainsi de suite. C'est un travail vraiment de fou, mais je ne vois pas comment autrement ils auraient pu réaliser ça. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment partis du sol, ils ont construit les murs, ils ont probablement rempli, le reste a suivi les travaux et à un moment donné, ils ont tout fait glisser par-dessus et voilà. En visuel comme ça, vous confirmez que c'est du granit d'Aswan? C'est du granit d'Aswan, il est magnifique. Là, on a des cassures fraîches, enfin plus fraîches que le reste. Et là, on voit bien la couleur, donc avec les feldspaths et les micas qui prédominent sur l'ensemble des autres minéraux accessoires. Et il doit y avoir quelques quartz qui traînent, mais ils ne sont pas en très grand nombre. Donc, vous allez chercher à 900 km d'ici. Voilà. Alors sur une fracture comme celle-là, c'est intéressant de voir aussi l'intérieur les parties, les interstices. Hein. Alors si je me réfère à cette face qui est ici, je vois que le polissage n'a pas eu lieu. On n'a pas le même polissage que ce qui est ici. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu son temps à essayer de polir quelque chose qui ne se verrait pas. On a une surface qui est plane, mais qui garde une certaine rugosité. Là, on va regarder de l'autre côté. Voilà. Et là, idem, on se retrouve avec le travail des carriers. Donc on voit en partie les coups d'outils et de polissage, mais il n'y a pas le poli que l'on trouve donc à l'intérieur de la salle. Alors ça peut vouloir dire aussi qu'éventuellement, le polissage qui est ici a peut-être été réalisé en amont de la construction de la salle, mais peut avoir été aussi réalisé dans la salle par elle-même. Voilà, ici on le voit encore. Et là on voit les coups d'outils, là, voilà, là on voit ils ont travaillé vraiment par percussion. On n'a pas à découper avec un fil ou avec une scie. Là c'est un travail par percussion. On voit toutes les petites. Et ces plans? Ces plans à l'échelle humaine. À l'échelle millimétrique, ce sont des montagnes, il y a énormément de relief. Mais les sommets sont alignés. Voilà, les sommets sont alignés et donnent une surface qui est plane. Ça ressemble à ce qu'on voit sur les trottoirs des grandes villes. Tout à fait. Qu'on fait sur le granit pour pas qu'on se casse la figure. Voilà, exactement. Et puis quand on voit le passage des voitures sur les pavés parisiens, on retrouve un polissage qui est à peu près l'équivalent de celui-là, mais qui présente malheureusement des reliefs que l'on connaît parce que ça fait du bruit quand on roule dessus. Nous sommes ici dans la chambre des herses, appelée aussi antichambre. Il semble que ce soit destiné à empêcher l'accès, ou au moins à faire semblant. Sur cette façade, dans mon dos, il y a 3 glissières. Ici, une glissière, un bloc qui était suspendu descendait le long pour fermer l'accès. Un deuxième bloc ici et un troisième bloc ici. Donc ces blocs étaient suspendus par des cordes et des billots de bois qui occupaient cet espace-là pour servir à la fois de vérin, de palan pour descendre ces blocs-là. Une fois que la chambre était fermée, on descendait les blocs, mais on s'est aperçu qu'on pouvait franchir relativement aisément cela. Ici, c'était l'espace laissé pour les cordes qui accompagnaient les linteaux. On les a retrouvés, ces linteaux? Non, tout ça, ce sont des travaux d'hypothèse compte tenu de ce que l'on peut. Ma question, c'est est-ce qu'il y avait des linteaux à l'origine qu'on a enlevés? On en a trouvé des morceaux. D'accord. Ils ont été cassés. Est-ce que le système était en place? Oui. C'était fermé? Oui, mais les linteaux étaient déjà en pièces. Par l'équipe d'Al Mamoun? Peut-être, on ne sait pas. Parce que ça, c'est toujours quand même la partie granitique. Donc il y a encore un gros travail de conception, un gros travail de réalisation. Et c'est sur le même plan que la chambre. Donc c'est un endroit de passage qui était censé empêcher les visiteurs et toute personne qui aurait voulu s'approprier les contenus de la salle. Alors ces choses-là sont à l'origine aussi, ces creusements? Oui, parce qu'il y avait un ergot de calage en dessous, de part et d'autre de ces pierres. Ça venait s'encastrer là. Donc la fermeture était réputée infranchissable.
assez complexe. Oui, c'est quand même du travail de conception assez élaboré. Ici, on a une cavité là. Alors ici, nous avons une cavité qui précède la chambre des herses, dont on ne sait pas exactement la fonction. Pour certains, elle aurait permis à d'éventuels pillards de contourner l'obstacle en passant par-dessus, visiter la chambre des herses et casser la dernière dalle qui permettait d'accéder. Il y a ici un ergot très particulier, c'est le seul volume courbe dans cette pyramide, qui est constitué uniquement de droite. Alors certains ont interprété ça comme une indication métrologique, c'est-à-dire des dimensions qui seraient utilisées comme un étalon, comme un module, voilà, mais toutes sont choses hypothétiques. L'intérêt ici, c'est de remarquer qu'en dessous de ce creux, on arrive à la jonction entre le granit ici et le calcaire, qui sont des pierres qui ont une densité assez voisine. On voit quand même qu'on n'a pas hésité dans la précision, et l'usure ici montre que le passage continuel n'affecte pas le granit. Dans le sens du calcaire, c'est le reste, c'est ce qui entoure la chambre haute et qui permet d'accéder, sur le retour de la chambre haute, à la grande galerie, à laquelle nous allons passer. Ça, ici, on a toujours du granit. Toujours du granit jusqu'à la sortie de Et la après, chambre. nulle part ailleurs. Calcaire, voilà. C'est Nulle part ailleurs dans la nulle pyramide, part ailleurs. seulement ici. Voilà. Ça s'arrête là. Allons voir la grande galerie. Allons du côté de la grande galerie. Alors là, Fais attention, ne te relève pas. Attention à la tête. Et puis maintenant, on ira plus chercher nos affaires. Ouais. nous sommes dans la grande galerie. Tout au sommet de cette grande galerie, nous trouvons un trou à 8,50 m d'altitude. Et ce trou permet d'accéder à la superstructure de la chambre haute, qui est dans le prolongement. Et donc, il y a 5 chambres. On voit que la structure est en encorbellement. Ici, nous avons des décrochements successifs qui permettent de... Mais ce qui reste le plus impressionnant, ce n'est pas tant la hauteur. Je rappelle quand même que l'accès est un peu plus d'1,15 m en hauteur, ici, pour 1,4 m de largeur. Ce qui impressionne, c'est surtout la longueur de la chose qui avoisine les 50 mètres. Et cette forme, un peu, on a l'impression qu'il y a un rayon qui est vraiment horizontal ou vertical. Oui, parce que toute la difficulté dans ce travail d'architecture, ça a été de garder l'angle de pente identique d'un bout à l'autre et de faire que toutes les charges soient homogènement réparties, ce qui est un travail très considérable. Donc là-bas, là où il y a le point rouge, là-bas, nous sommes à 48 mètres. Je souhaiterais, puisqu'apparemment on maîtrise la répartition des charges, c'est quand même le premier essai. Comment du premier coup on peut réussir à maîtriser quelque chose qu'on connaît pas ? Ça reste un mystère quant à la fois le pourquoi, le comment, qui, quand. Pour moi, ça reste mystérieux. Aucune inscription ? Non, c'est ce qu'on appelle un monument anépigraphe, c'est-à-dire dans lequel il n'y avait strictement rien, ni peinture, ni sculpture, ni écrit. Donc, parce que ça date de la période, la 4e dynastie est antérieure à la découverte pratique de l'écriture, etc. Alors, l'intérêt également de ce petit couloir discret, c'est qu'il est bordé de ce qu'on appelle des banquettes, une de chaque côté. Et dans ces banquettes, on va trouver de chaque côté 28 trous comme ceci. Peux-tu refaire, s'il te plaît ? 28 trous comme ceci, assez complexes. Quand ils sont neufs, on le voit mieux, dont on n'a pas réussi à comprendre l'utilité. Certains ont pensé que c'était des niches pour disposer des statues, auquel cas il aurait fallu des statues ayant une jambe plus courte que l'autre. Des dahus. Oui, c'est ça. Et donc on s'aperçoit du point de vue architectural que l'appareillage est fait en parallèle avec l'angle de pente. C'est-à-dire tout converge vers une perspective, et c'est ça l'intérêt. Donc c'est dans le domaine des couloirs à encorbellement, c'est de loin le plus grand, le plus haut, le plus délicat à réussir, et en effet il a été réussi en un seul essai.
ce qui est intéressant, c'est de voir que tout à l'heure dans la salle de granit, tout était positionné à la verticale. Et là, pour l'ensemble du couloir, tous les blocs suivent en fait la pente située au sol, et on a donc un 30 degrés pile de pente qui va nous mener jusqu'en bas. Ça signifie que la force générée par le poids de l'ensemble de l'appareillage est évidemment bloquée tout en bas, là-bas au fond, ce qui fait qu'on a des pressions qui doivent être absolument colossales à la base de ce couloir. Ok, c'est bon. Tu peux te mettre carrément à la verticale. Ok, donc tu peux reprendre le drapeau. Merci. Ah putain, pardon. Reprendre le drapeau. Oui, la baguette de pain. On arrive dans la chambre dite de la reine que j'appelle chambre médiane. Elle est entièrement en calcaire et contrairement à la chambre haute qui a un plafond plat avec des linteaux, là nous sommes en chevron. Elle aussi a des particularités géométriques et ce qui rend son intérêt est aussi la niche ici, dont on prétend qu'elle pouvait servir à abriter une statue monumentale dont on n'a rien retrouvé. Et ici simplement c'est une tentative d'exploration avec un tunnel. C'est un travail qui est fait. Et la niche, là, c'est une tentative d'exploration. Tout le monde, plus ou moins, recherche une chambre secrète, etc. Donc on est en plein mysticisme culturel. Qu'est-ce qu'on a pu cacher là-dedans, puisqu'on n'a trouvé ni cadavre, ni dépouille, ni trésor, rien du tout. On n'en sait pas beaucoup plus. Et donc, celle-là est appelée chambre de la reine parce que traditionnellement, dans le monde arabe, les tombes sont plates de plafond pour les hommes et en chevron pour les femmes. Mais je pense que c'est l'inverse qu'il faudrait considérer, que les Arabes ont pu prendre cet aspect-là pour eux se l'approprier. Et donc, pour moi, la démonstration en matière de chambre funéraire reste à faire. Voilà. Donc, comme partout, c'est un travail impeccable, l'encorbellement classique. Pour avoir une idée des dimensions, c'est pas mal fait. Elle est désaxée. Non, contrairement à la chambre haute, celle-là est beaucoup plus centrale. Et justement, c'est un aspect particulier, c'est que celle-ci subit une charge bien plus importante que la chambre haute, et elle n'est qu'en calcaire. Alors que la chambre haute, en granit, a une charge inférieure, qui est justement manifestée par la grande galerie. Et là, sur cet encordellement, on remarque qu'il n'est pas dans l'axe. Il n'est pas dans l'axe. Alors, où passe l'axe de la... En réalité, l'axe méridien nord-sud est au milieu de cette chambre, le long de cette ligne. Matérialisé par le toit. Exactement. Donc ça, c'est décalé. Voilà, sans qu'on sache exactement pourquoi, mais il est sûr que les charges vont bien plus être centralisées sur l'arête du chevron qu'ici. Quant à prétendre qu'il y ait une statue soit ici, en fait, je ne m'avance pas sur ces considérations. On parle des deux troncs canaux. Alors,
comme dans la chambre haute, on avait vu ce que d'aucuns appellent les couloirs d'aération. Ceux-là sont semblables à un détail près, c'est que d'une part, ils n'étaient pas visibles à l'origine, ils étaient derrière 8 cm de maçonnerie, ils ont été découverts par hasard, et qui plus est, eux aussi s'avancent horizontalement dans le bâti, et après prennent un angle pour aller vers la sortie, mais ils ne l'atteignent pas. Et qui plus est, ils arrivent dans la droite qui descend de la sortie. Sur le bord de la pyramide, en haut, on a le conduit qui va jusqu'à la sortie et celui-ci s'arrête à l'aplomb. Donc ça ne sert en aucun cas. Alors ces dimensions sont relativement égales, c'est un peu plus de 20 cm. Et on se souvient que Rudolf Gantenbrink, voilà ici, c'est-à-dire que ce couloir s'arrête à l'aplomb de la sortie de l'autre. Voilà, il ne va pas. Lui aussi passe, ces couloirs-là, donc celui dont on parle ici, voilà, il s'arrête également. Là. Est-ce que ça pourrait pas, supposition, est-ce que ça pourrait pas vouloir dire que ces conduits d'aération ont servi à l'époque où la pyramide n'en était encore qu'à ce stade-là? Et alors, mon sentiment, c'est qu'on ne peut pas appeler ça conduit d'aération. Et d'autre part, donc, ni conduit de visée astronomique, puisque, comme je l'expliquais, ils partent d'abord horizontalement et ils sortent. Et ce que l'on peut remarquer, c'est d'un point de vue géométrique, c'est qu'ils tentent d'arriver sur la paroi avec un angle environ de 45 degrés. C'est plutôt ça, me semble-t-il, qui a été attendu, et c'est approximatif. En revanche, c'est très bien maçonné, c'est-à-dire que ça a été conçu en même temps qu'on élevait le corps du bâtiment. Ils étaient ouverts à l'origine? Non, il y avait ici... en fait, c'était muré entièrement, et c'est par hasard que ça a été découvert, et ça a été creusé pour donner un accès ici. Il y avait un tympan là derrière. Donc les murs étaient totalement lisses de part et d'autre? Exactement. Et là, on voit quand même que la structure est faite en creusement, c'est-à-dire que c'est une pierre qui est creusée en U, et le dessus est donné par les pierres qui se positionnent successivement. Dans la chambre haute, le conduit est plutôt plus bas et plus haut, chose qu'on n'explique pas, puisqu'on ne voit pas pourquoi l'aération serait plus haute, plus basse, etc. Donc ça reste tout de même. Pour ma part, la pyramide présente un aspect d'ensemble qui n'est pas immédiatement compréhensible, et ça demande de chercher. Et je pense que ça fait partie des jeux qui nous sont proposés, à savoir rechercher ce que l'on a voulu dire, puisqu'il n'y a aucune écriture et aucune chose véritablement complète et finie. Alors on est en présence encore de blocs quasiment normalisés. L'aspect sur lequel je souhaiterais intervenir, c'est que là, nous sommes à la même distance du sol que la chambre basse, mais en miroir. Savoir si le sol était ici, nous aurions la chambre médiane à même distance de cette ligne-là. Donc on peut en déduire que ça n'est pas fait au petit bonheur la chance. Voilà, il semble qu'il y ait un plan d'ensemble. Au moins, cette chose-là est assurée. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la forme générale des blocs? Tu peux... Non, je regardais quelque chose rapidement. Hein. Je reviens. À supposer que la pyramide ait donc été construite en plusieurs étapes, il se pourrait, que ce soit effectivement, pour moi, un conduit d'aération. Mais ça n'engage que moi. À savoir que de l'air pouvait effectivement arriver jusqu'ici, compte tenu du nombre d'ouvriers qui travaillaient, il fallait quand même aérer un minimum. Et si ce conduit d'aération a été, obturé, c'est que probablement le calcaire qui est là, et qui doit faire environ 8 cm d'épaisseur, en fait est un plaquage, donc un habillage qui a été fait dans la salle au tout dernier moment. C'est-à-dire que, ça aurait été intéressant d'aller voir, à savoir si les pierres du haut viennent s'ajuster contre les dalles qui forment le toit, le plafond de la salle. Auquel cas, effectivement, ces plaques qui seraient là auraient été plaquées au dernier moment. Voilà. Ouais, c'est ça.
Ah, et le joint, ici on a des joints, la pierre est jointée, on aurait pu imaginer qu'elle a été plaquée comme ceci. Voilà, le joint part comme ça. Cette pierre-là a été posée et n'a pas bougé. Par contre, ici, on a un parement qui est venu se fixer par-dessus. On savait faire des joints à l'époque. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Restauration. Donc là, Eric, pareil, des blocs à angle droit. Alors là, oui. Pas identiques, mais... Non, pas identique, mais à angle droit. Donc on sait faire, on sait assembler les blocs avec un angle droit, et quand on ne le fait pas avec un angle droit, c'est une autre technique, et ça veut dire qu'on sait faire les deux. On s'adapte en fonction de ce qu'on a à faire. À mon avis, ici, les blocs que l'on a vus tout à l'heure dans le couloir ont été laissés dans la pente. C'est que probablement il devait être nécessaire à ces blocs de supporter des charges très 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 importantes et donc de pouvoir aller un certain nombre de choses par ces couloirs. Alors, c'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'être des blocs monumentaux, mais des blocs extrêmement lourds, mais des opérations répétées, encore répétées, et ainsi de suite. Démultiplication des charges, des forces exercées qu'il va falloir compenser, et surtout, pour pouvoir grimper dans certains éléments dans la galerie, eh bien, il fallait fournir un effort, se reposer. Fournir un effort et se reposer. Et pour ça, il fallait caler au fur et à mesure les blocs pour éviter de partir avec eux et d'écraser les gens qui étaient en dessous. On va interroger un ingénieur structure justement sur la répartition des forces et des charges et la gestion de tout ça. Oui. Enfin là, en tout cas, pour moi, ce mur-là et celui qui est en face, ce sont des pierres de parement. On a peut-être là-haut. Regardez. Ah oui, tiens, ça c'est bien. Eh ben non. Eh non, ça confirme. Oui, ça confirme en partie, parce que... non, ça confirme pas du tout. Mince. Non, c'est une grossière erreur. Enfin, pour ce côté-ci, c'est une grossière erreur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, c'est à moins que ce soit cette pierre-là. Oui. En fait, on a un chevron qui continue comme ça, le mur qui vient plaquer. Voilà, mais ça peut vouloir dire aussi que le plafond est venu après et qu'on l'a déposé sur là-dessus. On a géré les angles aussi de tous les blocs du haut. Ouais. On a géré les angles pour que le bloc vienne. Le chevron descend et dépasse les blocs sur lesquels il est posé. D'accord. Parce que là, vraiment, c'est une sensation, mais ah oui, mais il y a du béton. Ouais, c'est difficile à dire. Excusez-moi. Ça fait bien les cuisses, tu vas voir. Demain matin, attends, quand tu te seras fait la descente de la chambre d'an, c'est vite. Alors demain matin, tu vas nous remercier. Faut le gérer en descendant parce qu'à un moment, ça peut faire des crampes. Yes? We just come.
géniale conception de machin. En fait, il faut se mettre debout comme ça. Et deux mains glissées. Ah ouais, pas mal. Non. Ouais, mais tu as des freins? C'est des freins à main? Ah, non. Oh! Qu'est-ce qu'il faut? Allez, on y va, on y attend. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas ce qu'ils font. Allô? Allô? De quoi? On a sculpté directement les... On est dans la roche là. Ah oui, depuis un moment. Qu'est-ce qui se passe là? Nous arrivons dans la pièce basse, la pièce souterraine, qui est littéralement une grotte creusée dans le massif calcaire, la colline sur laquelle est clippée la pyramide. L'accès est tout petit, un peu plus d'1 mètre de côté, très fatigant puisqu'il y a une pente qui excède les 100 mètres. On arrive horizontalement, fort heureusement, et on peut continuer ici, mais ça se perd, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Ici, il y a un puits de recherche qui est encombré de gravats, et cette pièce est entièrement sculptée. Elle aussi a des propriétés géométriques curieuses pour ce genre d'endroit, qui, lui, au contraire des 2 chambres médianes et hautes, n'est pas du tout fini. L'aspect le plus fini restant encore le plafond. Là aussi, on se pose les problèmes de savoir comment on calcule une horizontalité là-dedans. Et ça représente une grande salle, bien plus volumineuse que les 2 autres, l'une avec l'autre. On voit que c'est du travail de sculpteur ici et non plus d'architecte. Je
Je rappelle que nous sommes à une profondeur d'environ 30 mètres et que la chambre médiane est, elle, au-dessus du sol à environ 30 mètres. En exactitude, 56 coudées sous le sol pour cette chambre-là, 56 coudées au-dessus du sol pour la chambre médiane. Ce qui est curieux, c'est que ça ressemble au sol de nos cryptes. C'est une crypte à la... Voilà, de même, c'est ça. Voilà. Il semble qu'il y ait 3 enceintes, comme chez les Grecs pour le caractère ternaire, mais ça c'est une affirmation gratuite, invérifiable. C'est le contexte culturel qui peut donner cette idée, mais pas plus, guère plus. On mesure l'effort des ouvriers qui arrivent tous les jours à faire l'aller-retour. Il faut s'aérer et curieusement, là, on ne parle pas de couloir d'aération. Est-ce qu'on peut justement dire quelque chose? Là, on a des lumières, nous, pour s'éclairer, mais comment on éclaire le chantier? Si on constate que le plafond ne porte pas de traces de fumée, on peut rester perplexe. Ni même le couloir, aucune des chambres ne laisse, à part la chambre haute, de traces de suie, mais la chambre haute a été illuminée par des torches parce que des gens y venaient avec de quoi flamber. On peut être... comment on peut essayer d'imaginer la chose qui a servi à éclairer? Il y a des produits qui remplacent pas de... On sait que l'utilisation de certains produits permettent d'améliorer la vision nocturne, l'habitude, toutes ces choses-là, mais ce sont des conjectures. Il n'y a pas de certitude. C'est là l'intérêt, c'est que ça permet de chercher encore très longtemps. On s'aperçoit, si on regarde dans le détail, qu'il y a des moellons de silex incorporés qui sont taillés probablement par percussion. Notre question, dans un volume comme celui-là, aussi profond sous la terre et pas alimenté en air, quand les gens travaillent, combien de temps il faut pour épuiser et comment c'est possible de ramener de l'oxygène ici? On ne sait pas. Peut-être avec des palmes, des palmes, c'est très difficile à dire. Mais ça représente un exploit technique et humain, parce qu'en effet, c'est un très gros travail, un travail de titan. Et on a l'impression que cette chambre a été abandonnée en cours d'élaboration, sans qu'on sache exactement pour quelle raison. D'après certains, on a trouvé qu'elle ne convenait pas à l'usage, donc on l'a abandonnée. Et pour une fois dans l'Égypte ancienne, on est passé d'une chambre enterrée à une chambre dans le corps même de la pyramide, c'est-à-dire dans la construction. Il se pourrait d'ailleurs à ce sujet que la chambre médiane soit posée au sommet de la colline. Et en descendant, on passe d'une maçonnerie à une sculpture directement creusée. Et les angles sont tellement parfaitement alignés qu'on ne voit pas la différence si on n'est pas attentif au fait que d'un côté, nous descendons, il y a des pierres qui sont assemblées et ça s'arrête pour passer à une pierre alissée pour lisse, donc jusqu'à cet endroit. Alors ici, il y a beaucoup de fantasmes, puisque tout le monde pensait pouvoir aller jusqu'au Nil ou au souterrain par des voies... C'est purement hypothétique tout cela. On sait en revanche qu'il y a de l'humidité qui remonte d'une nappe en dessous et qui déforme beaucoup les caractéristiques mécaniques de l'ensemble. Eric, vous avez quelque chose à Bon, donc les carriers sont arrivés donc par cette entrée et ils ont commencé à débiter le calcaire à partir de là et ils ont créé cette première salle. Alors, sur la partie qui n'a pas été terminée ici, qui est toujours en cours d'exploitation, dirons-nous, ce qui est intéressant, c'est de voir la technique. C'est-à-dire qu'on garde les blocs massifs, on crée ici un petit couloir d'accès, duquel on va néanmoins sortir, débiter, subdiviser avec 2 petits couloirs qui vont permettre, en les descendant jusqu'à ce niveau-là, par exemple, de sortir des pierres qui pourront servir à la construction. Ça, c'est pour les petites pierres. Une fois qu'on a ce couloir, à ce moment-là, on va créer un sous-chevage, c'est-à-dire qu'on va creuser une partie inférieure qui sera ici, qui va passer en dessous du bloc, et ensuite, on fera tomber le bloc après l'avoir découpé par l'arrière. Et une fois que ce bloc sera découpé, il faudra le sortir par le couloir qui est là-bas, et à ce moment-là, il servira à quelque chose. Donc ici, on a une double utilisation, c'est-à-dire qu'on a à la fois une carrière et à la fois une salle dans laquelle on pouvait éventuellement qu'on pouvait utiliser pour ce qu'on veut. Voilà.
Alors c'est du calcaire lutétien. Le calcaire lutétien, je le rappelle, c'est une roche sédimentaire dont le stratotype, c'est-à-dire la roche de référence, se trouve à Lutèce, ancien nom de la ville de Paris. C'est-à-dire que nous avons ici donc une correspondance franco-égyptienne, ou le contraire, et qui nous tient par cette relation entre le calcaire lutétien d'ici et la pierre de Paris, qui est exactement identique. Il y a quelque chose d'autre à ajouter? On peut remonter, on va les voir ailleurs. Alors tiens, tu veux faire des petites explications? Nous sommes dans le couloir horizontal souterrain d'accès à la chambre basse. Et juste avant d'y parvenir, nous trouverons une niche qui est occupée ici par un bloc de granit rouge qui était apporté probablement d'Assouane par le Nil, descendu ici dans cette toute petite cavité d'1 mètre un peu plus de côté jusque-là. On n'en sait pas l'usage et on peut imaginer que c'était là ce qui devait servir à faire comme la chambre d'air, c'est-à-dire à bloquer l'accès de la chambre basse, projet qui a probablement été abandonné en cours de route. Et ça, Jacques, c'est pas... Alors ça, on croise une veine ici, une roche indéterminée mais probablement ferreuse, et elle est franchie avec autant d'aisance que possible. L'ensemble restant du calcaire. Petite pause. Je croyais que c'était le pal ici. Je suis déçu.